Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous présente ce topo sur la quantification de l'insuffisance mitrale primaire. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, la quantification de l'insuffisance mitrale primaire repose essentiellement sur l'échocardiographie avec un certain nombre de critères. On a d'abord des critères qualitatifs, on peut tous les énumérer, qualitatifs qui sont vraiment des éléments qui vont nous faire penser que la fuite est sévère, des critères semi-quantitatifs qui ont la particularité d'avoir une zone d'overlap assez importante, une zone grise, et puis les critères quantitatifs, parmi lesquels on connaît bien sûr la surface d'orifice régurgitant, le volume régurgité souvent obtenu par la méthode de la PISA, et la fraction régurgitée. Alors tout d'abord, l'approche qualitative, premier élément qu'il faut savoir reconnaître, c'est cet aspect dit de flayed leaflet. Le flay, c'est une inversion totale d'une valve, ici la valve postérieure, avec le bout de la valve qui capote dans l'oreillette gauche, et ça, dans l'immense majorité des cas, c'est relié à l'existence d'une fuite mitrale sévère. Autre élément dans l'approche qualitative, c'est lorsque on regarde en Doppler couleur sans avoir modifié la ligne de base, eh bien, on voit une zone de convergence spontanée bien individualisée, et ça, c'est aussi en faveur d'une insuffisance mitrale sévère. De la même façon, lorsque le jet est dense et triangulaire, comme on peut le voir ici, eh bien, c'est plutôt en faveur d'une fuite mitrale sévère, alors que quand il est très petit, qu'il y a très peu de globules rouges qui passent, eh bien, c'est plutôt en faveur d'une fuite mitrale peu importante, tout en sachant que parfois le Doppler continu est difficile à aligner, le jet est difficile à aligner, et que ça peut rendre difficile l'interprétation de ce flux sur un prolapsus. Au niveau, sinon, de l'approche semi-qualitative, eh bien, nous avons la vena contracta. Alors, la vena contracta, il est important de bien la recueillir. Il faut avoir les critères de qualité qui sont la présence d'une zone de convergence, la vena contracta et puis le jet. Une fois qu'on a obtenu ces trois choses, on va pouvoir la mesurer, idéalement dans deux vues perpendiculaires à la vue de cavité. Et lorsque elle est inférieure à 3 mm, c'est plutôt une fuite peu importante. À plus de 7 mm, c'est plutôt une fuite importante. Et entre les deux, on est sur une zone d'overlap importante, une zone grise importante. C'est quelque chose qui est très utile à mesurer en échocardiographie transœsophagienne, parfois plus difficile en transthoracique. Le rapport des ITV, mitral à aortique, alors l'ITV mitrale, elle doit être vraiment mesurée au sommet de l'entonnoir mitral et pas au niveau de l'anneau. Et si vous mesurez ce ratio, eh bien ce ratio, lorsqu'il est à plus de 1,4, est vraiment excellent pour pouvoir discriminer une fuite importante d'une fuite non sévère. Si vous avez par contre une onde A dominante, eh bien virtuellement ça exclut l'insuffisance mitrale sévère, et la vitesse de l'onde 2, par contre, c'est moins bon comme critère seul, et donc il faut préférer le rapport des ITV. Le reflux veineux pulmonaire, et c'est vraiment une inversion du flux veineux pulmonaire dans la veine pulmonaire supérieure gauche, et bien ça c'est très spécifique d'une insuffisance mitrale primaire sévère, mais par contre c'est un critère qui est peu sensible, et parfois sur des insuffisances mitrales excentrées alors qu'elles ne sont pas sévères, on peut avoir sélectivement un jet dirigé vers cette veine pulmonaire. L'approche quantitative. Eh bien, l'approche quantitative, sinon, repose essentiellement sur la méthode dite de la PISA. La PISA, en fait, va permettre de mesurer la surface d'orifice régurgitant, le volume régurgité, également aussi la fraction régurgitée, mais on ne l'utilise pas en protéine clinique de cette façon. Et vous avez différents profils, le mild, minime, moderate, qui est dit moyenne à modérée, et la sévère. Et en fait, dans les modérés, moderate, il y a les grades 2, les grades 3. Et parmi les grades 3, qui sont ceux où le volume régurgité est à plus de 45 ml, la surface d'orifice régurgitant à plus de 30 ml, eh bien, il y a un certain nombre de patients qui sont des patients qui peuvent avoir des symptômes, avoir les caractéristiques 10e grade 4. Et donc, comment obtient-on la méthode de la PISA? Eh bien, vous allez pouvoir calculer la surface d'orifice régurgité en diminuant la vitesse d'aliasing à moins 10% de la Vmax, en mesurant le rayon, la Vmax de l'IM en Doppler continu. Alors, il y a des petits éléments pour lesquels il faut faire attention, et notamment dans le cadre de la PISA, lorsqu'elle est confinée. Si votre PISA est confinée, c'est-à-dire proche d'une paroi, vous pouvez avoir une PISA oblongue, et il va falloir savoir monter la vitesse d'aliasing pour obtenir une PISA un peu plus ronde. Et puis, il ne faut pas hésiter à multiplier les incidences, notamment, comme ici, en petit axe, pour obtenir une PISA un peu plus ronde et mesurable. Et voilà un exemple de PISA qui est calculé ici avec une SOR à 46 mm². Et la SOR est vraiment le critère à retenir pour la PISA, beaucoup plus que le volume régurgité. Aux États-Unis, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir le Doppler continu de la fuite mitrale, eh bien, on peut utiliser une Vmax à 5 mètres, une vitesse d'aliasing à 40 cm/s, et on a cette formule simplifiée R² sur 2 qui parfois peut être utile.
Alors, il y a une autre approche quantitative qui a repris de l'importance actuellement, qui est celle de la méthode volumétrique. Globalement, le concept est de dire que le ventricule gauche, lorsqu'il éjecte, il éjecte à la fois dans la mitrale et dans l'aorte. Et donc, si vous utilisez le Simpson biplan, vous allez mesurer le volume total éjecté par le ventricule gauche. Et si vous mesurez le volume éjecté dans l'aorte à l'aide du Doppler pulsé sous-aortique, vous allez avoir uniquement ce volume aortique. Donc, le volume régurgité de la mitrale, c'est le volume total moins ce volume antérograde aortique. Et ici, par exemple, vous avez un volume éjecté par le ventricule de 158 ml, il y en a 82 dans l'aorte, ce qui veut dire que le volume régurgité est de 76 ml, ce qui nous donne une fraction régurgitée de 76 sur 158, qui est le volume total de 48%. Alors l'approche bidimensionnelle, lorsqu'on est habitué, elle est très reproductive, mais elle peut être critiquée sur les hypothèses géométriques, les difficultés de placement des points, et donc l'échocardiographie 3D potentiellement peut être utile. Ce qu'on a pu montrer antérieurement, c'est que lorsqu'on calcule la fraction régurgitée de cette façon en utilisant l'écho 3D pour la quantification des volumes, eh bien avec une fraction régurgitée à plus de 40%, on arrive à être très spécifique sur la présence d'une insuffisance mitrale sévère, alors qu'à moins de 30% de fraction régurgitée, on est plutôt sur des IM peu importantes. Cette approche quantitative peut être appliquée à l'IRM cardiaque. L'IRM permet de quantifier les volumes de façon extrêmement fiable, donc vous avez le volume éjecté total par l'IRM, vous mesurez dans l'aorte le volume éjecté par les méthodes dites de contraste de phase, et de la même façon, vous pouvez calculer votre volume régurgité et votre fraction régurgitée. Et comme on a pu le montrer antérieurement, eh bien, une fraction régurgitée à plus de 35-40% finalement identifie assez bien les fuites mitrales grade 3 ou grade 4. Attention toutefois avec l'IRM, il faut bien se calibrer avec des sujets normaux, donc il faut avoir l'habitude pour interpréter les chiffres. Et surtout, les seuils en termes de volume régurgité ne sont pas les mêmes qu'avec la PISA. Ils sont en moyenne 10 ml plus bas, donc il ne faut pas comparer le volume régurgité obtenu par la PISA avec celui obtenu par l'IRM cardiaque. Donc en conclusion, vous avez un certain nombre de critères. Donc ces critères peuvent être utilisés l'un avec l'autre, mais surtout, ce n'est pas un critère qui va vous dire si votre fuite est importante ou pas. Et retenez ce que je vous ai dit aussi, c'est que la surface d'orifice régurgitant est utile, mais elle n'est pas suffisante. Il faut intégrer tout ça, et notamment également la taille du ventricule gauche, la taille de l'oreillette gauche et le niveau de pression pulmonaire. Et comme l'indiquent les Américains, si vous avez des données discordantes sur cette approche multiparamétrique, il ne faut pas hésiter à utiliser l'échocardiographie transœsophagienne ou l'IRM pour la quantification, et notamment mesurer la fraction régurgitée lorsqu'elle est à plus de 40% en IRM ou en écho 3D par exemple. Eh bien, c'est en faveur d'une insuffisance mitrale importante, qu'elle soit grade 3 ou grade 4, parce que, comme je vous le disais avant, certains patients avec un grade 3 ont les caractéristiques, tant sur le plan symptomatique que retentissement ventriculaire, de l'insuffisance mitrale sévère, et ceci est cohérent sur le plan des implications cliniques sur un seuil de mortalité qui pourrait être plus bas que celui de 40 mm de mercure dans cette pathologie, mais plutôt proche de 30 mm². Je vous remercie de votre attention. Bien, bonjour à tous et merci au comité d'organisation de m'avoir permis de parler sur le sujet d'imagerie et modalités dans l'insuffisance mitrale primaire. Voilà les conflits d'intérêts, j'en ai pas pour cette présentation. Alors, les différentes modalités d'imagerie vont nous permettre d'évaluer l'insuffisance mitrale dans les différents problèmes qu'elle peut poser, en particulier l'évaluation de la sévérité, du mécanisme, mais aussi du remodelage sur le ventricule et l'oreillette afin de proposer un traitement. Alors pour la première partie, l'évaluation de la sévérité, l'IRM est un élément nouveau et qui doit se comparer à l'échographie, en particulier pour savoir si cette insuffisance mitrale est réellement sévère ou pas. Et vous savez que l'imagerie échographique standard doit utiliser plusieurs paramètres pour pouvoir quantifier cette sévérité de l'insuffisance mitrale. Et récemment, un papier publié dans le JACC a remis en question l'évaluation par l'échographie, qui a tendance à surestimer la sévérité par rapport à l'évaluation en IRM dans l'IM. Alors, il faut savoir que différentes méthodes sont utilisées en échographie par rapport à l'IRM, puisque l'échographie a tendance à étudier le jet de régurgitation, alors que l'IRM va étudier des volumes de manière assez précise. Autre problème, la PISA a tendance à surestimer la sévérité de la fuite dans l'IM primaire, ce qui n'est pas le cas dans l'IM secondaire, et on l'a retrouvé dans une étude que nous avions fait récemment et dans plusieurs autres études qui ont été ici regroupées dans une méta-analyse qui confirme la tendance à la surestimation par la PISA du volume régurgité. Lorsqu'on utilise une autre méthode qui est plus proche de celle de l'IRM par la quantification par les volumes en échographie tridimensionnelle pour le volume ventriculaire gauche et l'étude en Doppler pulsé, on retrouve des corrélations un peu meilleures que par la PISA avec des volumes qui sont plus proches de ceux calculés en IRM.
Ceci a été également retrouvé dans cette méta-analyse sur l'échographie tridimensionnelle plus que l'échographie bidimensionnelle. Il faut savoir que la quantification par la PISA a été établie par rapport à l'évaluation angiographique qui était en 4 stades, et il a bien fallu trouver des seuils pour déterminer la sévérité de la fuite mitrale. Et vous voyez qu'il y a un overlap entre les différents grades angiographiques par la PISA, aussi bien sur la surface que sur le volume régurgitant. Et donc, il y a une certaine variabilité, en particulier dans les IM intermédiaires, grade 2 à 3, où vous pouvez avoir un chevauchement entre les valeurs de régurgitation par la PISA ou par les volumes échographiques par rapport à l'angiographie. Les seuils déterminés ne sont pas parfaits, puisque vous voyez que les sensibilités, spécificités, valeurs prédictives positives et négatives ne sont pas parfaites dans ce papier Princeps. Et donc, cela explique qu'il y a probablement, dans l'évaluation de la sévérité de la fuite, il y a une barrière assez floue entre la sévérité et l'absence de sévérité de la fuite. Et c'est dans cette zone grise qu'il faut avoir recours à l'imagerie multimodalité et aux différents paramètres étudiés précédemment. Il faut savoir également que l'IRM peut avoir tendance à surestimer la fuite. Et vous voyez dans ce papier publié récemment que la position de l'étude du contraste de phase par rapport au plan de l'anneau aortique peut faire varier l'évaluation de la sévérité de la fuite et même créer des IM là où il n'y en a pas, selon l'endroit où vous mettez votre zone d'intérêt. Autre problème, la zone de prolapsus sous la valve, en particulier en cas d'atteinte bivalvulaire, peut être responsable d'une surestimation de la fuite si l'on ne tient pas compte de ce volume, qui pourrait également, dans ce papier très récemment publié, expliquer la dilatation de certaines formes de maladie de Barlow en l'absence de fuite sévère, uniquement par cette zone de volume de prolapse sous la valve. Par ailleurs, le grading de l'IM en IRM est différent de celui de l'échographie. Il faut bien tenir compte du fait qu'il faut utiliser la fraction de régurgitation et pas le volume régurgitant des IM primaires. Le remodelage ventriculaire est bien étudié par les diamètres télésystoliques et télédiastoliques en échographie. Diamètre télésystolique qui prédira la fonction systolique après correction de la fuite par plastie mitrale, comme vous pouvez voir dans cet exemple. Mais ces volumes ne sont pas très bien, ces diamètres ne sont pas très bien corrélés au volume aussi bien échographique que rhamnographique, puisque puisque la forme globale du ventricule est modifiée par rapport à un volume normal, à une forme plutôt de ballon de rugby, et donc sera mal traduite par les diamètres. L'IRM reste la méthode de référence pour les volumes aussi bien de l'oreillette gauche que du ventricule gauche, avec une tendance à la sous-estimation de l'échographie bidimensionnelle, mais également aussi tridimensionnelle, mais qui est mieux corrélée avec l'IRM pour les volumes ventriculaires. Pour l'étude de l'oreillette gauche, l'échographie a aussi tendance à sous-estimer par rapport à l'IRM, et vous voyez dans ce papier récent de la Mayo Clinic l'importance pronostique de cette taille de l'oreillette gauche. Également pour le suivi du patient, en particulier lorsqu'il est asymptomatique, la possibilité de pouvoir mesurer de manière fiable et reproductible en IRM les volumes ventriculaires atriaux et la fraction d'éjection est un élément important, surtout lorsqu'on récidive, on refait plusieurs évaluations au cours du temps. L'étude du mécanisme est également possible, en particulier par l'échographie tridimensionnelle en ETO, avec des images ici, vous voyez, qui permettent de mieux en mieux d'évaluer la position du jet au niveau de la valve mitrale. C'est également possible en IRM, et vous voyez que ici, dans cet exemple de prolapsus de P3, vous pouvez avoir une très bonne corrélation entre l'IRM et l'échographie. Autre élément important, dans la maladie de Barlow, la possibilité de pouvoir prédire la survenue d'événements rythmiques majeurs, en particulier par la présence d'une disjonction annulaire ou de rehaussement tardif ou de la présence de fibrose, est un élément important et qui suscite l'intérêt, puisque vous voyez ici, l'IRM est mieux capable de détecter la présence d'une disjonction annulaire que l'échographie. Autre élément important, la fibrose, aussi bien la fibrose diffuse que la fibrose de remplacement, peut être étudiée en IRM ici avec le rehaussement tardif ou avec une valeur prédictive pronostique pour la fibrose interstitielle, est un élément à tenir en considération dans l'avenir. L'échographie reste la méthode de référence pour l'évaluation de l'insuffisance mitrale, mais l'IRM prend sa place, en particulier en cas de discordance entre la clinique ou l'échographie, et pour la réalisation d'une mesure fiable des volumes ventriculaires, en particulier au cours du suivi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de participer aux 30e journée de la Société française de cardiologie pour vous parler de la prise en charge des formes asymptomatiques des insuffisances mitrales primitives.
Je n'ai pas de déclaration d'intérêt pour cette présentation. L'IM asymptomatique, elle pose un certain nombre de problèmes. C'est une pathologie fréquente et une maladie grave. La décision doit être fondée sur les recommandations, sur un certain nombre de questions posées et résolues par la HARTEAM. Enfin, on verra comme perspective l'intérêt d'une étude randomisée française qui s'appelle RIVERS-MR. C'est une pathologie fréquente, comme l'a bien montré Bernard Young dans les données de l'EuroHeart Survey, avec une position de numéro 2 en vert. Près de plus de 21% des insuffisances mitrales sont correspondent aux valvulopathies en Europe. Les IM dégénératives représentent 60 à 70% des cas selon toutes les données de la littérature, qu'elles soient américaines ou européennes. Ces pathologies sont fréquentes, graves et pourtant sous-traitées. Seulement 15% dans cette cohorte de la Mayo Clinic et en fait un peu moins de 30%, 29% exactement des IM sévères asymptomatiques sont traités chirurgicalement. L'idée, c'est de comparer les données de l'histoire naturelle de la maladie et l'intérêt qu'on a à opérer au bon moment afin de rétablir une survie similaire à celle de la population générale et de restaurer une fonction ventriculaire gauche préservée. Le problème, c'est que les IM sévères asymptomatiques sont des tueurs silencieux et cela est lié au fond à des dysfonctions ventriculaires gauches qui peuvent être infracliniques et ceci a été fort bien démontré par ce papier qui montrait que même chez un patient qui avait une IM sévère asymptomatique, il y avait des données ultrastructurelles témoignant d'une atteinte pathologique du myocarde ventriculaire. Heureusement, de l'autre côté, nous avons la chirurgie de plastie mitrale décrite par Alain Carpentier, qui est le traitement de référence. Alors, traiter agressivement ou attendre que les symptômes arrivent, c'est tout l'enjeu d'une controverse qui a été développée entre la Mayo Clinic et l'équipe de Vienne, qui a démontré récemment qu'une attitude de surveillance active était raisonnable. Mais évidemment, cela soulève le problème d'une surveillance active et avoir des patients suffisamment compliants. Alors, que disent les recommandations? Et les recommandations sont fondées sur finalement 7 questions essentielles. Est-ce que le malade a une insuffisance mitrale sévère? C'est une approche multiparamétrique. Est-ce que le patient a des symptômes? Ça, ce n'est pas forcément évident. Et moi, j'aime bien utiliser des données de l'exercice, des données d'exercice d'effort, en particulier le pic d'oxygène à l'effort. Et ensuite, résoudre d'autres questions, en l'occurrence, savoir s'il existe déjà une dysfonction ventriculaire gauche, inférieure à 60% pour la fraction d'éjection, ou le diamètre télésystolique au-delà de 45 mm. Si c'est le cas, alors ça correspond à une atteinte déjà importante de la fonction ventriculaire gauche, nécessitant une chirurgie de réparation si la réparation est possible. Dans le cas inverse, à savoir une bonne fonction ventriculaire gauche et des diamètres normaux, on regarde s'il existe ou non de la fibrillation auriculaire, même pas cystique, qui est un critère péjoratif, et s'il existe une hypertension artérielle pulmonaire de repos, au-delà de 50 mm. Si c'est le cas, c'est encore une indication pour la chirurgie de réparation. Si ce n'est pas le cas, on évalue la réparabilité de la plastie en fonction du centre, c'est-à-dire avec une faible mortalité opératoire et la présence éventuellement de facteurs de risque comme un diamètre télésystolique, cette fois-ci supérieur à 40 mm, associé soit à un flail leaflet, c'est-à-dire une prolapsus par rupture de cordage, ou un volume de l'oreillette gauche qui dépasse 60 ml par mètre carré. Si ces critères sont présents, facteurs de risque présents, alors la chirurgie peut être considérée.
Ce qui a été modifié par rapport aux recommandations 2012, c'est que l'écho d'effort a été enlevé et que ces derniers critères de recommandation sont passés de classe 2B à classe 2A, en particulier le volume indexé de l'oreillette gauche. Les recommandations américaines sont encore un peu plus agressives en parlant de classe 2A dès lors d'emblée que le diamètre télésystolique est supérieur à 40 mm. Au-delà des guidelines, d'autres paramètres pour un malade donné peuvent être intéressants. En cas de difficulté d'étude de la sévérité, c'est l'IRM, l'étude de la fraction d'éjection en IRM, le pic d'exercice à l'effort inférieur à 84% de celle espérée, des mesures régulières de BNP qui peuvent être ou pro-BNP qui peuvent être intéressants, en particulier quand il dépasse 60 picogrammes par millilitre. Et enfin, le LV strain et le strain longitudinal global qui peut être abaissé entre moins 17,9 et moins 21,7, témoignant d'une dysfonction VG asymptomatique. Alors, pour résoudre cette controverse entre une attitude attentiste ou dite agressive, Christophe Tribuois a proposé une étude randomisée qui pourra répondre à cette question, une étude française dont il est le principal investigateur, qui durera 5 ans et qui inclura un peu plus de 400 patients. Je vous remercie de votre attention. Messieurs les modérateurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier la Société française pour m'avoir invité à parler de chirurgie mitrale. Je n'ai donc pas de conflit d'intérêts. Les piliers, entre guillemets, de la chirurgie conservatrice mitrale ont été définis il y a plus de 40 ans par Alain Carpentier. C'était s'assurer d'un bon mouvement des deux feuillets mitraux, créer une large surface de coaptation entre ces deux feuillets et assurer une forme et une taille normale à l'anneau mitral. Aujourd'hui, nous verrons plus particulièrement la maladie de Barlow, qui est l'entité la plus complexe à appréhender en termes de chirurgie reconstructrice mitrale. Le dernier résultat d'une large série, 182 patients de l'équipe d'Alain Carpentier, témoignait de bons résultats sur des pathologies avec des mécanismes qui étaient des mécanismes, comme vous le voyez, extrêmement variés, faisant intervenir des techniques réparatrices complexes avec, entre autres, des gestes sur l'appareil sous-valvulaire et plus particulièrement sur les piliers. Mais néanmoins, 100% des patients, comme vous pourrez le voir, avaient une annuloplastie, qui est un geste majeur. Ceci permettait d'obtenir les résultats que vous avez sur la droite, à savoir une excellente survie et l'absence de récidive sévère. Néanmoins, certains ont proposé des alternatives plus simples pour une valvulopathie qui est étiquetée comme complexe, à savoir la réalisation d'une simple annuloplastie qui permet de réintégrer, entre guillemets, les deux feuillets qui prolabent en dessous du plan de l'anneau et ainsi offrir à nouveau une continence à la valve mitrale. Je me permets donc effectivement de souligner l'intérêt de cette technique simple pour des valvulopathies étiquetées complexes et voire même des fois considérées comme difficilement réparables, ce qui n'est vraiment pas le cas. Ainsi, deux cas cliniques. Le premier, un homme de 44 ans dont le père avait déjà été opéré d'une plastie mitrale 12 ans auparavant, qui est symptomatique. Vous voyez ici typiquement la maladie de Barlow avec un prolapsus qui est un prolapsus bivalvulaire qui est particulièrement homogène. Donc, la vue 3D confirme l'aspect diffus de la pathologie avec donc un processus qui intéresse les deux feuillets antérieurs et postérieurs et une fuite mitrale que l'on peut observer qui s'étend d'une commissure à l'autre. Pour ces patients, la chirurgie consiste avant toute chose à suspendre l'anneau et à réaliser une annuloplastie à l'aide de points en U contigus qui vont servir à fixer un anneau de remodelage. On teste avant la mise en place de l'anneau
en remplissant sous pression le ventricule gauche, l'efficacité de cette plastie. Au préalable, on se sera assuré qu'il n'y a pas d'anomalie particulière sur l'appareil sous-valvulaire. Et chez ce patient, on a donc rempli le ventricule gauche. Le premier test étant satisfaisant, on a pu mettre en place un anneau de 36. Donc là, vous voyez, le premier test était correct. Ça, c'est après la mise en place de l'anneau. Et le ventricule gauche a été rempli sous pression. Et l'on confirme que sans autre réparation que le simple annuloplastie, la valve mitrale reste bien étanche. Et voici l'aspect après réparation. Donc, on confirme bien l'absence de reliquat de prolapsus avec deux valves qui coaptent parfaitement sous le plan de l'anneau, sans fuite résiduelle et sans SAM. Le deuxième cas est également un cas classique chez un jeune sportif qui consulte en fait plus pour des problèmes d'arythmie ventriculaire, alors que en fait, lorsque dans un centre de référence, on contrôle à nouveau sa valve mitrale qui était donnée comme peu fuyante, on trouve une fuite significative, une altération de la fraction d'éjection et des diamètres ventriculaires très dilatés. Voici les images, donc un aspect typique de maladie de Barlow, avec une fuite qui reste difficile à quantifier, mais qui néanmoins, comme c'est souvent le cas, est importante. On confirme qu'il n'y a pas de rupture de cordage associée, et l'on voit l'importance de cette fuite sur cette vue. Là aussi, le patient a pu bénéficier de la mise en place d'un anneau de 40, qui est le plus gros diamètre disponible, et qui a permis de récupérer un bon fonctionnement de la valve mitrale, comme vous le voyez là, avec une bonne mobilité des deux feuillets, une large surface de coaptation, l'absence de SAM et l'absence de fuite résiduelle. Bien évidemment, chez ce patient, vous avez vu que l'anneau tricuspide était donné inférieur à 40 mm, mais il ne faut jamais négliger d'aller contrôler l'anneau tricuspide qui subit la même anomalie que l'anneau mitral et qui se dilate de façon significative, puisque vous voyez en péropératoire, on mesurait un anneau à plus de 50 mm, réduit grâce à un anneau de 34 mm à une taille plus physiologique. Donc effectivement, pour des valvulopathies qui sont étiquetées complexes, lorsqu'il s'agit en fait d'une anomalie harmonieuse avec un prolapsus bivalvulaire bien équilibré, on s'intéresse d'abord à régler le problème de l'anneau, à lui redonner une forme et un diamètre correct. Ensuite, on vérifie la compétence de la valve en remplissant le ventricule sous pression, mais surtout, on reste sur les anomalies qui ont été repérées par l'échographiste immédiatement avant le geste. On n'essaye pas de surcorriger, on conserve le plus de tissu possible et surtout, on n'oublie pas la valve tricuspide. Je vous remercie pour votre attention.